nous allons commencer par le coup d'État manqué du 6 avril 1984. Le coup d'État manqué du 6 avril 1984 est arrivé. Pourquoi? Parce que en Afrique, le pouvoir a une coloration tribale. Donc, ça veut dire que celui qui est à la tête de l'État, c'est-à-dire que les populations s'identifient à la tribu de celui qui est au pouvoir. Ça veut dire que si le tenant du pouvoir est par exemple Bassa, tous les Bassa vont s'identifier à lui. Si le tenant du pouvoir est Beti, tous les Beti vont s'identifier à lui. Si le pouvoir se trouve entre les mains des nordistes, tous les nordistes vont s'identifier au tenant de ce pouvoir-là. C'est ce qui est donc à l'origine du coup d'État manqué du 6 avril 1984. Alors, ce coup d'État manqué du 6 avril 1984 intervient dans quel contexte? Alors, Amadou Ahidjo, comme vous le savez, démissionne de la tête de l'État. Bon, il était président de la République. Bon, il a commencé comme Premier ministre en février 1958. Et après la proclamation de l'indépendance du Cameroun francophone, le 1er janvier 1960, il a été élu président de la République quelques mois plus tard, plus précisément en mai 1960. Et il va rendre sa démission le 4 novembre 1982. Il l'avait d'ailleurs annoncé au journal de 20h à Radio Cameroun qu'il démissionnait de ses fonctions de président de la République unie du Cameroun. Et il confiait le pouvoir à son successeur, Paul Biya. Mais il va se passer que quelques mois après son départ, bonsoir Freeman Alan, quelques mois après son départ, il va s'installer comme une dualité au sommet de l'État. Amadou Ahidjo va demeurer président du parti unique de l'époque qui s'appelait l'Union nationale camerounaise. Tandis que Paul Biya, lui, sera président de la République. Mais malgré le fait que Biya soit président de la République, parce qu'il l'est toujours, il continuait à prendre des ordres d'Amadou Ahidjo, qui était président du parti. Et quand vous m'entendez souvent parler que oh, et Singan, c'est à partir de cet instant-là que toute l'élite originaire comme Paul Biya du centre, du sud et de l'est, tout ce que vous pouvez imaginer, vont donc former une clientèle autour de lui, autour de son pouvoir, pour lui dire que mais c'est pas possible, tu ne peux pas accepter, tu es président de la République, tu détient déjà les rênes du pouvoir. Tu ne peux pas accepter prendre des instructions d'Amadou Ahidjo. Fut-il ancien président de la République, ce n'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que cette coterie tribalo-villageoise là, qui s'est constituée autour de Biya commençait déjà à faire pression sur Paul Biya. Dans l'objectif, c'est-à-dire que dans le but pour Biya de se débarrasser de tous les fidèles d'Amadou Ahidjo, que ce soit au sein de l'appareil de l'État, que ce soit au sein de l'appareil sécuritaire, que ce soit dans le renseignement, dans tout ce que vous pouvez imaginer. C'est donc dans ce contexte que le coup d'État manqué du 6 avril 1984 intervient. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les fidèles d'Amadou Ahidjo qui sont toujours, qui contrôlent toujours l'essentiel de l'appareil de l'État. Et de l'autre, les fidèles, c'est-à-dire que les nouveaux, on va dire quoi, l'élite
politico-administrative Betty Boulou qui presse Paul Biya de prendre possession de l'entièreté de son pouvoir et de mettre de côté tous les fidèles d'Amadou Ahidjo. Alors, autour de ce coup d'État manqué du 6 avril 1984, il y a trois versions qui se bousculent. Il y a trois versions qui se bousculent. La première version est celle des putschistes eux-mêmes. Alors, lorsqu'ils réussissent le 6 avril 1984 à prendre possession, entre autres, de Radio Cameroun, les putschistes qui agissaient sous le nom du mouvement JOS, c'est-à-dire que Jeunes Officiers pour la Suivi de l'État, ont prononcé un discours. Et dans ce discours, c'est-à-dire que les putschistes faisaient un constat alarmant qui portait sur une corruption galopante et d'un pillage à outrance des caisses de l'État. Et ce qui m'a marqué dans ce discours, c'est cette phrase, juste celle-là, prononcée par Yaya, le sous-lieutenant, parce qu'il était sous-lieutenant, Yaya Adoum. C'est lui qui avait prononcé ce discours-là. Bon, malheureusement, quelques semaines plus tard, il va faire partie des officiers, sous-officiers qui seront exécutés après la sentence du tribunal militaire. Dans ce discours, il déclare « Tout se passait comme si il fallait se remplir les poches avant qu'il ne se fasse trop tard. » Donc, les gars avaient estimé que non, la nouvelle équipe qui s'est installée à la tête de l'État du Cameroun n'avait pour seul et unique objectif que de se remplir les poches. Et ils avaient parfaitement raison. La preuve, vous voyez dans quel état se trouve le Cameroun aujourd'hui. Un état complètement alarmant sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Regardez toute la masse d'argent qui a été détournée dans le cadre de l'organisation de la CAN, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. C'est-à-dire que c'est symptomatique de ce que tous ceux qui sont au pouvoir là, ces membres du club et Singang là, leur objectif, ce n'était pas de construire le pays, c'était de le piller. C'était de le sucer jusqu'au dernier centime. C'est de ça qu'il s'agit et c'est fort donc de ce constat que les gars ont donc estimé que non, il fallait faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont donc décidé de prendre les armes et de renverser le régime de Paul Biya. Ça, c'est la version des putschistes. Bon, nous restons dans la version des putschistes. Bon, tout à l'heure, je parlais d'un extrait du discours des putschistes à Radio Cameroun. Bon, maintenant, je vais vous parler de ce qu'avait déclaré Guérandi Mbara, le capitaine Guérandi Mbara, qui fut l'un des cerveaux de ce putsch. Guérandi Mbara avait accordé une interview à Cameroun Voice, donc une web radio qui est basée au Canada. C'était le 4 avril 2009. Alors, dans cette interview, Guérandi Mbara fournissait des explications sur les motivations ayant poussé les putschistes à prendre les armes et à renverser le régime de Paul Biya. Voici un extrait de ce que Guérandi Mbara avait déclaré à Cameroun Voice. Vous pouvez d'ailleurs trouver cette interview sur YouTube. L'interview date du 4 avril 2009. Voici ce qu'il déclarait. Qui ne se souvient pas de la phrase « c'est notre tour maintenant ». Donc, ça veut dire que les membres du club et Singang qui se sont identifiés à Biya, Biya étant comme eux originaires du centre-sud, ont estimé que non,
les Aoussa ont mangé pendant 24 ans. C'est notre tour également de manger. Qui ne se souvient pas de la dilapidation des ressources financières au nom de la création d'une bourgeoisie ethno-régionale? Ça, c'est Guérandi Mbara qui parlait comme ça. Qui ne se souvient pas des arrestations arbitraires, de la volonté d'anéantissement des hommes d'affaires de certaines régions ciblées par ce clan ethno-fasciste? Et quand il parle du clan ethno-fasciste, là, il fait allusion au club des Essingans. Bon, il dit, je parle des commerçants Bamileke et Islamo-Peul. Donc, ça veut dire que Essingan voulait donc dire qu'après l'arrivée, quelques mois seulement, après l'arrivée de Biya au pouvoir, le club Essingan, qui était une idée du père de Mathias Eric Owona en Guinée, c'est-à-dire que Joseph Owona, qui est aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel, leur idée était de détruire la bourgeoisie bamileke et nordiste au profit de celles fabriquées par eux et qui soient comme originaires du centre et du sud et de l'est. C'est-à-dire que qu'ils soient des peuples de la forêt, comme ils aiment à se faire appeler, les peuples de la forêt. Voilà. Alors, selon Guérandi Mbara, dans cette interview, ce qui s'est passé le 6 avril 1984 a commencé à se préparer en 1975. Ah oui, et Guérandi disait que les cellules secrètes avaient déjà commencé à se former au sein de l'armée camerounaise en préparation de ce coup d'État. En préparation de ce coup d'État. Je dis bien en 1975. Donc, ce qui s'est passé le 6 avril, là, en 1984, a pris ses racines en 1975. Ça, c'est Guérandi Mbara qui l'avait déclaré. Alors, ça, c'était pour la version des putschistes. Maintenant, la version des loyalistes, c'est-à-dire ceux qui ont réussi à mater le coup d'État, c'est-à-dire que le putsch, selon la version officielle, parce que moi, à mon humble avis, il n'y a jamais eu de putsch au Cameroun, ou alors de tentative de putsch au Cameroun. Et ça, c'est moi qui parle. Hein. Tout ce qui s'est passé ce jour-là n'était qu'un prétexte. C'est-à-dire que ce n'était qu'un prétexte pour les Essingans de se débarrasser de tout ce qui était resté fidèle à l'ancien président de la République, aussi bien au sein de l'appareil de l'État qu'au sein du système sécuritaire camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, les loyalistes pensaient donc que les putschistes voulaient renverser Paul Biya et réinstaller Ahidjo. Si l'on s'en tient aux déclarations faites par Guérandi Mbara à Cameroun Voice, ça ne peut pas être... cela ne peut pas être... C'est une thèse qui n'est pas du tout fondée. Parce que Guérandi Mbara a déclaré que c'est en 1975 que des cellules secrètes se sont créées au sein de l'armée en vue de la préparation, en vue du coup d'État qui est survenu le 6 avril 1984. Et ces cellules secrètes ont été formées en 1975, c'est-à-dire que Ahidjo était encore au pouvoir. Elles ont été formées pourquoi? Parce que les gars, c'est-à-dire que ceux qui formaient ces cellules secrètes-là avaient déjà constaté une corruption galopante, le pillage des ressources publiques, exactement ce que les membres du mouvement JOS ont déclaré à Radio Cameroun ce jour-là, ce 6 avril 1984. Sauf que d'après eux,
cette corruption et cette gabégie s'est accentuée avec l'arrivée de Paul Biya au pouvoir. Bon, ça c'est ce que les loyalistes, les généraux Semengue, les lieutenants-colonels Assoueman, bon, à l'époque il était lieutenant-colonel, Ibortitus, etc., etc. Ça, les André Tsungi, voilà ce qu'ils pensaient à l'époque. Ils pensaient que non, c'était Ahidjo qui était derrière ce coup d'État et que les putschistes ont fomenté ce coup d'État dans le but de réinstaller Amadou Ahidjo au pouvoir, ce qui n'était pas du tout vrai. Alors, la troisième et la dernière version de ce coup d'État manqué du 6 avril 1984, c'est celle de Jean Fauchivé. Jean Fauchivé, comme vous le savez, était le patron, à l'époque il était le chef du CNR, c'est-à-dire que le patron des services secrets camerounais. Alors, j'aimerais vous montrer un ouvrage que je vous ai d'ailleurs déjà montré ici même sur cette plateforme. Il s'agit du livre que voici. Voilà, j'aimerais que vous regardiez très bien. Voilà. Alors, le livre est intitulé « Les révélations de Jean Fauchivé, le chef de la police politique des présidents Ahidjo et Biya ». Bon, j'aimerais partager avec vous sa version des faits relative au coup d'État du 6 avril 1984. Le chapitre, c'est le chapitre 12, je crois. Ben, je ne sais pas si je sais encore lire les chiffres romains. Voilà le chapitre 12 ici. Voilà. Voilà, chapitre 12. La tentative de coup d'État du 6 avril 1984. Bon, j'aimerais vous lire intégralement, c'est-à-dire que cet extrait, parce qu'il s'agit du rapport de Jean Fauchivé relatif au coup d'État manqué du 6 avril 1984. Voici ce qu'il en dit, Jean Fauchivé, ce qu'il en disait puisqu'il est décédé. Je fus quand même surpris par la tentative du coup d'État du 6 avril 1984 parce que n'ayant pas eu le feedback, excusez-moi, hein? Excusez-moi. Il dit, je fus quand même surpris par la tentative du coup d'État du 6 avril 1984 parce que n'ayant pas eu le feedback de mon rapport. Donc, ça veut dire que Fauchivé avait envoyé un rapport à Biya sur la préparation du coup d'État. Il avait déjà, donc avant la date du 6 avril, là, il avait déjà envoyé un rapport au président pour lui dire que, comme tu vois là, il y a des choses un peu bizarres qui se préparent contre toi. Je m'étais dit que le chef de l'État avait certainement dû prendre d'autres dispositions et qu'il n'était pas obligé de m'en parler. Plus tard, je découvris que non seulement, écoutez bien, plus tard, je découvris que non seulement mon rapport ne lui était pas parvenu, mais qu'il était resté sous pli fermé au secrétariat général. C'est d'ailleurs cela qui me sauva la vie. Et qui était secrétaire général à la présidence de l'époque? Il s'appelait Joseph Zambo. Donc, Fauchivé, patron des services secrets, est au courant de ce qu'il y a un coup d'État contre Biya qui se prépare. Il fait un rapport, il envoie à la présidence et les gars bloquent. C'est-à-dire que le pouvoir de Biya est menacé. Maintenant, les Essingans font tout pour bloquer le rapport de Jean Fauchivé. Vous allez entendre la suite. Hein. Quand tonnèrent les premiers coups de canon en cette matinée du 6 avril 1984,
Je parvins à sortir furtivement de mon domicile et aller me réfugier chez un ami expatrié. Je réussis à joindre le président de la République et le mis au courant de ce qui se passait. Je fus vraiment surpris par son attitude. Il était plutôt très calme et s'inquiéta beaucoup plus pour les Camerounais qui allaient perdre la vie dans cette affaire. Donc, Biya n'était pas inquiet par rapport à sa vie. Il était inquiet davantage pour les Camerounais qui allaient être tués. Bon, je ne sais pas si lui, Biya, il savait que cette histoire de coup d'État manqué là, du 6 avril 1984, c'était un prétexte pour les Essingans de lancer une opération d'épuration contre l'élite nordiste au pouvoir. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Il se proposa même de sortir et de se rendre au mutin afin d'arrêter le massacre. Je parvins non sans peine à le dissuader et réussis même. Et ça montre justement, parce que Fauchive le dit dans ce livre, hein, ça montre que Paul Biya était vraiment captif du club, du clan, là, le clan ethno-fasciste dont parlait Guérandi. Il était captif du club Essingan. La résistance de la garde présidentielle permit aux militaires loyalistes de s'organiser et de passer à la contre-offensive. Nous échappâmes ce jour au premier coup d'État de l'histoire du Cameroun. Les institutions républicaines avaient survécu, mais les militaires étaient devenus des maîtres. Ils se mirent à traquer, écoutez bien, ils se mirent à traquer et à massacrer tous ceux qui étaient soupçonnés d'avoir, de près ou de loin, participé au coup d'État manqué. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on a comme le sentiment que ce coup d'État, cette histoire de coup d'État du 6 avril 1984 n'était en réalité qu'un moyen, qu'un prétexte pour lancer une chasse aux sorcières, une chasse aux faciès. C'était une occasion pour casser du nordiste. Et c'est de cela qu'il s'agissait en fait. Tout bascula vers un règlement de compte à coloration tribale. Ils vinrent m'arrêter. Donc, Fauchive lui-même, il avait été arrêté. C'est ce qu'il dit dans le livre là. Le livre a été rédigé par Frédéric Fenkam, qui est son neveu. Voilà. Ils vinrent m'arrêter à mon bureau, me mirent des menottes et m'amenèrent à leur quartier général. Ils n'avaient, disait-il, rien de concret contre moi, mais essayaient de se convaincre en tentant de me convaincre qu'il était logiquement impossible. La question que moi je me pose, voilà quelqu'un qui a informé le chef de l'État. Je ne sais pas si vous essayez un peu de percevoir ce qui cloche. Voilà Fauchive, patron des renseignements extérieurs, patron des services secrets. Il est au courant qu'il y a un coup d'État qui se prépare. Il envoie un rapport au président de la République. Le rapport est bloqué au niveau du secrétariat général à présent. Donc, ça veut dire que le rapport ne parvient pas à Biya. Le comble, c'est qu'il se fait même arrêter par la suite. Alors, pourquoi a-t-il été arrêté? Est-ce parce qu'il a informé le chef de l'État à l'avance de ce qu'il y avait un coup d'État qui se préparait? Point d'interrogation. Bon, mais essayait de se convaincre en tentant de me convaincre qu'il était logiquement impossible, de l'avis du colonel Asso, qui avait travaillé avec moi auparavant et dont j'avais activement contribué à la fulgurante ascension, qu'un tel coup se fût préparé à l'insu de mes services. Je leur fis comprendre que j'étais de leur avis et tentai de me disculper en leur montrant la copie de mon rapport que j'avais pris le soin d'emporter. Ils me dirent
que pour un homme comme moi, c'était faire preuve de trop de légèreté devant une situation aussi grave. Je changeais de système de défense et essayais à leur démontrer que j'aurais plus perdu que gagné si ce coup avait réussi. C'était un argument de poids, mais ils m'inculpèrent quand même pour complicité involontaire et irresponsabilité. Donc, le tribunal militaire avait inculpé Jean Fauchivet. Le motif, complicité involontaire et irresponsabilité. Bon, on continue la lecture. J'allais donc être traduit devant le tribunal militaire où je savais n'avoir aucune chance de m'en sortir. Les militaires tenaient là l'occasion unique de se débarrasser de moi, bénéficiant même de l'appui de certains hauts cadres de la police. Il fallait que je disparaisse. Je ne dus mon salut qu'à l'intervention rapide et très rigoureuse du chef de l'État. Il fit preuve de beaucoup d'autorité pour faire entrer les militaires dans les casernes. Il faut avouer que mon cas n'était pas unique. Des cadres civils et militaires originaires du Nord, dont l'implication effective dans le coup n'avait pas pu être prouvée, ou du moins pas encore, étaient incarcérés dans la prison civile de Nkondengi et vivaient les affres de la proximité d'une mort que les bourreaux voulaient lente. Voici alors ce que subissaient les personnes qui ont été arrêtées et jetées à la prison centrale de Kondengi après ce coup d'État manqué. Aspergés tous les matins d'un liquide prurigineux, ils se désaltéraient le soir avec les urines de certains colonels pervers. Le président de la République fut fortement déçu par le comportement des officiers supérieurs qu'il avait pourtant auréolé de toutes les vertus après la victoire des militaires sur les insurgés. Cette situation que nous réussîmes tant bien que mal à contrôler influencera plus tard la vie politique camerounaise, car M. Biya l'a perçu comme un signe prémonitoire des risques de la démocratisation précipitée de la société camerounaise. Surtout quand, quelques mois plus tard, il fut sous la pression de certains officiers supérieurs soutenu par mes adversaires politiques, obligé de me relever de mes fonctions après avoir vainement essayé de me convaincre d'accepter un poste d'ambassadeur. Bon, maintenant, nous allons passer à la partie la plus importante de cet extrait de l'ouvrage. Et elle est intitulée, cette partie, Les dessous du coup d'État. Voici ce que Fauchivet en disait. Ce que les Camerounais jusqu'à ce jour ont toujours pris pour une tentative de coup d'État n'était en fait qu'un montage perpétré par l'obscur clan tribaliste. Ce n'est pas moi qui ai parlé, hein. C'est Fauchivet qui disait ça. Il échangeait avec son neveu, Frédéric Fenkam. Il dit ce que les Camerounais, il était patron des services secrets du Cameroun. Patron des services secrets du Cameroun, à l'époque, patron du Sénat. Il dit ce que les Camerounais, jusqu'à ce jour, ont toujours pris pour une tentative de coup d'État n'était en fait qu'un montage perpétré par l'obscur clan tribaliste, ce que j'appelle les Singans. Donc, c'est Essingan qui a organisé le coup d'État le 6 avril 1984 pour se débarrasser des élites du Nord et positionner les leurs. C'est de ça qu'il s'agit. L'obscur clan tribaliste qui fait pression sur M. Biya afin que ce dernier se démarquât de M. Ahidjo. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Pour les barons du clan, le départ ou la fuite de M. Ahidjo n'était pas ce qu'il espérait. Après l'échec du grossier montage du mois d'août 1983, il voulait Ahidjo mort
parce qu'il avait encore beaucoup d'hommes à lui au sein du gouvernement, surtout ceux originaires du Nord. Je vous en ai également parlé. Il fallait trouver un moyen pour les éliminer politiquement et physiquement. Monsieur Ahidjo, pour éliminer politiquement et physiquement Monsieur Ahidjo et affaiblir les hommes politiques du Nord. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, le club Essingang fait tout pour qu'aucune figure politique n'émerge dans le Nord. Quand on voit un homme politique dans le Nord émerger là, politiquement, vouloir, c'est-à-dire que avoir une certaine envergure sur le plan politique à tel point qu'il menace sérieusement le pouvoir en place. Allez, Essingang le neutralise. Marafa Amidou Yaya est un exemple patent. Et les Iya Mohamed, et même les Bello Bouba, tout ça là. Les Guérandi Mbara qui a été assassiné, etc. Tout ce programme n'était pas facile à exécuter. D'autant moins que l'armée camerounaise, surtout la garde présidentielle, était entre leurs mains. La fonction publique, elle aussi, regorgeait de jeunes administrateurs civils de la même province et qui occupaient d'importants postes de commandement. Il fallait déraciner tout ce que les nordistes au pouvoir depuis 30 ans avaient implanté. Il poursuit, ça c'est Fauchive qui poursuit en disant, il faut noter en passant que tout ceci n'était pas pensé dans le but d'asseoir le pouvoir de M. Biya, mais pour implanter, et vous vous rappelez de l'extrait que j'avais partagé avec vous au mois de décembre dernier, quand je parlais du club Essingang qui prépare la guerre civile au Cameroun. Je vous avais fait lire le même extrait. Écoutez très bien. C'est-à-dire que ce qui se cachait derrière le coup d'État manqué du 6 avril 1984, selon Jean Fauchive, il disait, il faut noter en passant que tout ceci n'était pas pensé dans le seul but d'asseoir le pouvoir de M. Biya, mais pour implanter l'autorité, le pouvoir et la suprématie de la tribu Beti. C'est écrit noir sur blanc. C'est à la page 145 de cet ouvrage que voici. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Fauchive qui le disait à son neveu, Frédéric Fincan. Il est aussi très important de faire cette différence, sinon il sera très difficile de comprendre la politique camerounaise sous le règne de M. Biya. Bon, maintenant, il décrit comment le pouvoir Essingang est structuré. Tout en haut, il y a le clan, c'est-à-dire Essingang, qui est la structure suprême et qui actuellement gouverne au Cameroun. Un instant, s'il vous plaît. Voilà, on va mettre le thème là. Ça m'a un tout petit peu échappé. Voilà. Alors, parce qu'il faut qu'on sache exactement de quoi on parle. Tout en haut, il y a le clan qui est la structure suprême et qui actuellement gouverne au Cameroun. Ensuite vient M. Biya, qui est l'exécutif. Donc, ça veut dire que Paul Biya est prisonnier de ce clan ethno-fasciste et tribaliste du club Essingang. S'il le fallait, le clan serait prêt à le sacrifier et le remplacer par un autre fils de la tribu. Car il faut le souligner en passant, le clan est sérieusement armé et militairement bien protégé. Ça, c'est Fauchive qui parlait comme ça. Hein. La question qui se pose est celle-ci. Jusqu'à quel niveau le chef de l'État est-il impliqué dans cette affaire? Nul ne peut le dire. Il sait pourtant que tout cela existe et son ponce-pilatisme est très significatif. Il m'avait évincé, c'est-à-dire que Fauchive dit que Biya l'a évincé en 1984, sachant bien que ceux qui exigeaient mon départ, excusez-moi,
je ne sais pas ce que j'ai bouffé là. Ceux qui exigeaient mon départ voulaient surtout m'empêcher d'ouvrir une enquête sur la tentative de coup d'État et ressortir les responsabilités de chacun sur le massacre qui s'en était suivi. Foshive poursuit en disant « Je menais néanmoins mes enquêtes, mais fus relevé de mes fonctions avant d'avoir eu le temps de rédiger mon rapport. » Bon, voici donc ce qui ressort de l'enquête que Foshive avait menée dans le cadre de la tentative du coup d'État manqué du 6 avril 1984. Ça va paraître long pour certains, mais ça, il le faut pour les jeunes qui nous regardent en ce moment. Parce que, comme on dit souvent, les vainqueurs ont souvent tendance à ne présenter, à ne raconter que leur histoire, l'histoire de leur victoire. Bon, il dit, ce qui me mit la puce à l'oreille fut la déclaration de M. Ahidjo. Donc, ça veut dire que c'est la déclaration d'Amadou Ahidjo à Radio Monte Carlo à l'aurore, c'est-à-dire qu'au matin du 6 avril 1984, c'est ça qui l'a amené à ouvrir une enquête sur cette tentative de coup d'État manqué. Je n'ai rien à voir avec ce qui se passe. Ça, c'est Amadou Ahidjo qui le disait. Je n'ai rien à voir avec ce qui se passe au Cameroun. On m'a trop insulté, dénigré, calomnié, qu'ils se débrouillent. Mais si ce qui se passe est le fait de mes partisans, ils auront le dessus. Connaissant bien M. Ahidjo, ça c'est Foshive qui poursuit, cette déclaration me fit tiquer. Je l'analysais et arrivais à la conclusion que M. Ahidjo n'était pas au courant du coup d'État. Parce que les Essingans ont passé le temps à dire oui, c'est Amadou Ahidjo qui était derrière, oui, c'est lui qui a tout organisé. Foshive leur dit écoutez, selon les enquêtes que moi j'ai eu à mener sur ce coup d'État, Ahidjo n'avait absolument rien à voir. Il était même surpris. Donc, il a appris la nouvelle comme tous les autres Camerounais. Qui donc avait orchestré, coordonné, dirigé et financé ce coup, puisqu'il avait été prouvé que les barons de l'Ancien Régime, ayant tous été virés du gouvernement, soupçonnés d'avoir préparé une démission collective, n'avaient pas pu participer au coup d'État. Autre chose, ça c'est Foshive qui le dit, hein. En Afrique, les coups d'État ont toujours été plus une affaire de militaires que de policiers et gendarmes. D'où venait-il donc qu'un groupe de jeunes officiers de gendarmerie décida un beau matin de s'attaquer aux institutions républicaines, ignorant totalement l'existence de l'armée? Chose surprenante, la contre-offensive des militaires fut trop prompte et trop bien organisée. Fort de tous ces soupçons, je pris mon enquête au sérieux et voici le montage que je découvris. Foshive déclare donc dans ce livre qu'il a découvert que cette histoire autour du coup d'État manqué du 6 avril 1984 était un montage. Et voici comment il décrit le montage en question. Le 22 mars 1984, un expatrié du nom de Gérard de Lafarge, arrivé on ne sait quand et comment au Cameroun, entre en contact avec l'aide de camp de l'ex-chef de l'État, c'est-à-dire l'aide de camp d'Amadou Ahidjo. Il lui remet une mallette contenant une somme de 66 millions de francs CFA. Des documents, dont une lettre contenant les instructions sur le déroulement de l'éventuel coup d'État. Dans cette lettre dactylographiée, M. Ahidjo, qui selon M. de Lafarge serait l'expéditeur de la mallette, rassure son aide de camp
en lui disant que tous les contacts avaient été pris et que les militaires ne bougeaient pas le petit doigt. Que ce serait un travail facile si les instructions et la date étaient respectées. Monsieur Ahidjo finissait la lettre en ces termes. Surtout, à partir de cet instant, pas de communication téléphonique. Je suis sur écoute. Mes enquêtes me feront découvrir, ça c'est Fauchivet qui continue. Mes enquêtes me feront découvrir que M. Gérard de Lafarge n'était qu'un aventurier qui avait passé quelques jours dans des hôtels de luxe à Douala sous des noms d'emprunt et qu'il avait été aperçu 2 jours avant sa rencontre avec l'aide de camp au ministère des Forces armées où il avait rendez-vous avec un haut responsable. Vous entendez ça? Donc, ça veut dire qu'en fait, ce coup d'État, cette histoire de coup d'État manqué avait été organisée par le ministre de la Défense de l'époque qui s'appelait André Tchungi. Donc, ça a été organisé avec le français là, qui se présentait sous le nom de Gérard de Lafarge. Donc, en fait, c'est ce Gérard de Lafarge là qui était en fait qui faisait partie de ce montage. Donc, c'est avec lui que ce montage a été organisé. Bon, voici, Fauchivet poursuit en disant, bref, j'avais en ma possession assez d'éléments pour arriver à la conclusion que le coup d'État du 6 avril 1984 avait été monté par le clan, c'est-à-dire par le club Essingan, dans le seul but de massacrer les jeunes officiers nordistes, de se débarrasser ces cadres et impliquer M. Ahidjo qui fut condamné à mort. Bon, il poursuit, ça c'est Fauchivet qui poursuit. J'ai voulu partager l'intégralité de cette ouvre, c'est-à-dire que l'intégralité de ce chapitre-là pour la postérité. Autre chose, quelques jours plus tard, je reçus le rapport d'un de mes agents dont je préfère taire le nom. C'est quelqu'un qui est toujours en vie et qui nous a rendu d'énormes services. Je l'avais introduit dans l'entourage du chef de l'État depuis 1977. Donc, ça veut dire que Fauchivet avait réussi à infiltrer l'entourage d'Amadou Ahidjo à partir de 1977. Quand me fut retirée la sécurité présidentielle, je tenais à garder un œil sur tout ce qui se passait dans les couloirs du palais. Il réussit une très belle intégration à tel point que la famille présidentielle l'accepta comme un vieux meuble familial. Il fut avec mon consentement rangé parmi les effets personnels de l'ancien président de la République lors de son départ en exil et toujours travaillant pour mes services. Donc même au Sénégal où Amadou Ahidjo était exilé, Fauchivet continuait à recevoir des informations, des renseignements sur Amadou Ahidjo grâce à son agent qui l'a infiltré au sein de son entourage. Il fut avec, ça j'ai déjà lu ça, par lui, j'étais au courant des moindres mouvements et de tous les contacts, même téléphoniques, de M. Ahidjo en France. Ça c'est Fauchivet qui parle comme ça. Je te ferai, là il s'adresse à son neveu, je te ferai prendre connaissance de ce rapport tout à l'heure avant ton départ. Je l'avais déchiffré personnellement. Le message du rapport décrivait l'attitude de M. Ahidjo dans la soirée du 6 avril 1984, après qu'il eut reçu des journalistes de la télévision française. Il avait paru sincèrement surpris et n'avait pas arrêté de lancer des railleries à l'endroit de Biya
en tournant en rond comme un fauve en cage. Pourvu qu'il s'en sorte, ne cessait-il de dire, sans que l'on sache exactement s'il parlait des loyalistes ou des putschistes. Bon, Fauchivet poursuit en disant, mon homme avait distinctement entendu M. Ahidjo répondre à son épouse quand cette dernière, remarquant qu'il n'avait pas du tout l'air surpris, lui avait demandé s'il était au courant. Je ne suis pas surpris qu'une telle chose arrive. Ce n'est pas trop tôt. Je m'y attendais un peu. Peut-être est-ce parce que je connaissais ces hommes avec qui j'ai longtemps travaillé, mais quelque chose me disait que Biya commettrait une erreur en prenant la source de son pouvoir sur une fibre tribale. Ce serait vraiment dommage que ce naïf garçon se fasse tuer d'une manière aussi stupide. Je ne sais lequel de ces jeunes gens a pris une telle initiative, mais fallait-il vraiment en arriver là? Donc, Ahidjo lui-même était contre le principe d'un coup d'État. Le lendemain, c'est-à-dire que le 7 avril, M. Ahidjo se leva un peu plus tôt que d'habitude et but coup sur coup 4 tasses de thé. À 8h05, le téléphone sonna. Ce coup de fil à cette heure-là surprit mon gars, c'est-à-dire que son agent, l'agent infiltré au sein de la garde rapprochée d'Amadou Ahidjo, devenu ex-président. Ce coup de fil à cette heure-là surprit mon gars, puisque le patron n'en recevait jamais avant 11h. Il se précipita dans sa chambre où se trouvait son dispositif d'écoute, juste à temps pour entendre l'ex-président dire à son interlocuteur pour clôturer la conversation. Écoutez ce que Amadou Ahidjo avait dit au téléphone. Hein. C'était donc ça. Gilbert le payera très cher. Ahidjo parlait de Gilbert Andjé Tsoungi, ministre des Forces armées, comme ça s'appelait à l'époque. Gilbert le payera très cher. C'est la seconde tribu qu'il fait massacrer. Donc, quand Gilbert Andjé Tsoungi était, je crois, préfet du Mungu, entre 1961 et 1960, je crois, 3 ou 4, il avait fait massacrer des Camerounais, c'est-à-dire que des militants supécistes originaires de l'Ouest. Donc, il était l'un des commanditaires du massacre des militants upécistes d'origine bamileke qui vivaient en Konsamba. Donc, quand Ahidjo dit c'est la seconde tribu qu'il fait massacrer, donc il parle de ses frères nordistes qu'Andjé Tsoungi et tous les membres du club Essingang étaient en train d'exterminer après avoir expérimenté le pogrom entre 61 et 63, du temps où il fut préfet du Mungu. C'est de ça qu'Amadou Ahidjo parlait. Et il rapprocha. Quand sa femme le rejoignit sur le balcon, quelque temps plus tard, il lui lança. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Elle ne dit rien. Toute la journée, M. Ahidjo ne voulut voir personne. Voilà. Comme vous avez pu vous-même le suivre, l'écouter, voici donc ce qui se cachait derrière le coup d'État manqué du 6 avril 1984. Il s'agissait de la volonté du club Essingang qui s'est installé, qui s'est incrusté dans l'appareil de l'État à la faveur de l'arrivée d'un des leurs au pouvoir pour se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam. Et ce club Essingang continue à agir jusqu'à ce moment où je vous parle. Vous m'avez entendu, vous avez suivi l'extrait tout à l'heure. Quand Jean Fauchivet dit que c'est un clan,
ce clan Essingan, ce club Essingan est puissamment armé. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont prêts à déstabiliser le Cameroun juste parce qu'ils veulent conserver ou confisquer le pouvoir. À travers le coup d'État manqué du 6 avril 1984, vous pouvez aisément comprendre, c'est-à-dire que vous pouvez aisément comprendre pourquoi le Cameroun se porte mal aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle de la succession de Paul Biya. On ne peut pas parler de la succession de Paul Biya sans remonter à ce fameux coup d'État manqué du 6 avril 1984 parce que ça va sérieusement impacter l'avenir politique de ce pays. Parce que tous les milliers et les milliers de nordistes qui ont été massacrés, qui ont été jetés en prison, qui ont été exécutés après une condamnation devant le tribunal militaire de Yaoundé. Et moi, je suis surpris par le caractère expéditif du procès qui a suivi ce coup d'État, du procès relatif à ce coup d'État manqué du 6 avril 1984. Le coup d'État, soi-disant, a eu lieu le 6 avril. Et le 13 mai 1984, les sentences tombent déjà au tribunal militaire. L'enquête préliminaire a eu lieu quand? C'est-à-dire qu'en l'espace d'un mois, on juge les gens, on les condamne. Les enquêtes préliminaires ont eu lieu quand? Les interrogatoires devant les juges d'instruction ont eu lieu quand? Le procès a pris combien de temps pour qu'on en arrive à des condamnations et puis à des exécutions publiques? Beaucoup d'officiers, sous-officiers, etc., ont été exécutés en Balmayo, en Fou, etc. Et leurs familles, jusqu'à ce jour, continuent de réclamer justice. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, mes chers amis, il faut beaucoup prier Dieu. Priez Dieu. Parce que ce que les nordistes ont subi en 84, là, ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié. Mais alors, pas du tout. Alors, comme les Essingans disent là que non, ils veulent s'accrocher au pouvoir par tous les moyens, ils sont même prêts à créer, c'est-à-dire à faire sécession du Cameroun pour créer l'État ECAM, ou alors créer... Parce que quand vous voyez les fédérations ECAM et tout ça, vous pensez que c'est pour rien. C'est un chantage que ces gens sont en train de faire à tout le peuple camerounais que, écoutez, si vous nous dépossédez de notre pouvoir, eh bien, nous allons proclamer la sécession des régions du centre, du sud et de l'est. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand Fauchive les décrivait là, c'est-à-dire que c'est la même chose qui se passe jusqu'à ce jour. Ce sont les Essingans qui contrôlent l'essentiel de l'appareil de l'État. Et ils sont prêts à ce que cette situation dure et perdure de génération à génération. Vous vous rappelez de ce document secret que j'ai partagé avec vous il y a quelques semaines sur ma page YouTube. Le plan secret du club Essingan pour conserver le pouvoir de génération en génération. Vous pouvez repartir sur mon YouTube, c'est là. C'est-à-dire que la chronique que j'ai produite il y a quelques semaines, elle est toujours là. Vous allez suivre. Donc, tout cela est lié, c'est-à-dire que le coup d'État, le fameux coup d'État manqué du 6 avril 1984 et la volonté du club Essingan de s'accrocher au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, voilà pourquoi je n'ai pas trop voulu épiloguer sur les circonstances dans lesquelles les événements se sont déroulés parce que vraiment, ce n'est qu'une écume des jours, comme on dit souvent. Maintenant, la lame de fond de cette histoire-là, c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure.